Bien, bonjour. Peut-être vais-je à ce stade faire un petit panorama extraordinairement rapide, lacunaire, incomplet, etc., etc., mais de la philosophie du XXe siècle, simplement pour que vous ayez à disposition les noms des grands penseurs qu'il pourrait être utile de convoquer si vous souhaitiez bien sûr aller plus loin, ce qui n'est pas très difficile, dans le petit cheminement que nous avons suivi. Alors, ceux d'entre vous qui ne sont pas étudiants en philosophie, je crois qu'il y a des gens en histoire de l'art, en musicologie, en histoire, ne savent peut-être pas, par exemple, qu'au XXe siècle, essentiellement, a eu lieu un grand schisme dans la pratique philosophique entre, d'une part, ce qu'on appelle la philosophie analytique, et d'autre part, ce qu'on appelle la phénoménologie. On pourrait aussi d'ailleurs appeler ça, c'est presque homothétique, la philosophie anglo-saxonne, du côté analytique, et d'autre part, la philosophie continentale, du côté phénoménologique. Alors bien sûr, il y a heureusement des dissidents, il y a heureusement des hybridations, des chimères entre ces pensées, des porosités, mais enfin, ce ne sont quand même pas les mêmes manières de philosopher. Donc quand vous ouvrez un livre de philosophie du XXe siècle, souvent en quelques lignes, on peut savoir si on a affaire à un livre de philosophie analytique qui est souvent assez austère, qui est proche du langage de la logique, qui recourt parfois à des quantificateurs, ou un livre de phénoménologie qui bien souvent a une dimension davantage littéraire, voire poétique, avec des interrogations qui sont très différentes. Alors c'est aussi là encore intéressant et presque attristant d'ailleurs en termes sociologiques, parce que ces deux communautés ne s'aiment pas toujours, mais ce n'est pas propre aux philosophes, bien sûr, on trouve aussi ce genre d'antagonisme dans la communauté scientifique, en se mécomprenant mutuellement. Là encore, fort heureusement, il y a moult exceptions de respect mutuel et de compréhension mutuelle, mais il y a quand même une barrière qui est peut-être en voie de déconstruction, mais qui existe et qu'il est important d'avoir à l'esprit. Alors du côté analytique, je pense que les noms essentiels sont les suivants. D'abord Russell, et je vous conseille de lire l'excellent article On Denoting. Frege est un penseur vraiment très puissant, profond et difficile, je trouve, qui s'intéresse au-delà des aspects formels qu'il met en exergue à des questions fondamentales sur l'architecture de la pensée elle-même, très différent de Russell d'ailleurs, en termes de caractère, en termes de style, en termes de vision sociale. Donc de Frege, vous pouvez lire l'idéographie. Alors Wittgenstein, c'est peut-être voilà, le météore de la pensée du XXe siècle. Wittgenstein, c'est un penseur incroyable, très difficile à lire. Le Tractatus logico-philosophique est une œuvre majeure, très courte, écrite sous la forme d'une succession d'aphorismes qui commence par « le monde est tout ce qui est le cas ». Donc l'idée, c'est de migrer d'une ontologie des choses vers une ontologie des relations, en quelque sorte, ou des états de choses, et puis qui s'achève par ce qu'on ne saurait dire, il faut le taire. Puisque là, c'est l'époque où Wittgenstein plaidait encore pour une forme philosophique qui ne s'intéresse qu'aux questions qu'on peut résoudre. D'ailleurs, Russell a eu beaucoup de mal à comprendre cet ouvrage et a écrit un long texte en expliquant pourquoi il ne pouvait pas écrire de préface, que Wittgenstein a d'ailleurs utilisé comme préface. Enfin, les rapports entre les deux hommes sont à la fois très drôles et très touchants. Et puis Wittgenstein ensuite a migré, je dirais, vers une vision philosophique très différente. Il y a un second Wittgenstein qui a peut-être pas entièrement renié, mais qui a outrepassé le premier Wittgenstein. Peut-être pour le second, vous pouvez lire par exemple De la certitude, qui est un très beau texte, là encore assez difficile à appréhender. Il y a Moore et ses Principia Ethica. Il y a Lewis et sa Plurality of Worlds. Là, c'est aussi un travail sur les conditionnels contrefactuels, où, par exemple, les expressions référentes à des choses qui n'ont pas eu lieu dans le passé ne peuvent, selon lui, être vraies que modulo l'hypothèse de l'existence d'autres univers. C'est ce qu'on pourrait appeler une exploration de la logique modale. Il y a Davidson, avec Action et événements, qui est un bon livre. Je dis en français quand je sais que c'est traduit, et je le dis en anglais quand je ne suis pas sûr qu'il y a la traduction en français. Il y a Armstrong, un bon philosophe, je crois, australien, qui est très intéressant, et en particulier A World of State of Affairs, qui n'est pas trop difficile à lire. Je vous ai beaucoup parlé de Nelson Goodman et de ses Ways of World Making. Vous pouvez aussi lire Languages of Art,
Goodman a beaucoup travaillé sur l'art. Il a une vision extrêmement intéressante de l'art en tant que système cognitif. L'art fonctionne, dit-il, cognitivement. Il relève d'un savoir et certainement pas d'une vision hédoniste du réel. Je vous conseille Dummett et son ouvrage Truth and Other Enigmas, et puis Rorty et l'homme spéculaire, qui est un livre assez génial, très facile à lire, que j'aime beaucoup. Du côté de la philosophie continentale, Husserl, bien sûr, bon, ça c'est le père fondateur, c'est leçons de phénoménologie. Husserl, c'est vraiment un philosophe incroyable qui a été très très loin comme ça dans une sorte de pensée de l'ego transcendantal, c'est-à-dire de la possibilité de penser sans avoir accès à autre chose que l'en soi du phénomène. C'est une philosophie très puissante, très difficile à lire. Heidegger, alors Heidegger pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire, mais l'introduction à la métaphysique est un livre simple et assez intéressant qui commence par la belle phrase qui fera bien sûr inéluctablement penser à Leibniz. Pourquoi donc y a-t-il l'étant et non pas plutôt rien? Vous voyez que Heidegger ne dit pas quelque chose, il dit l'étant. Et puis bien sûr son grand livre, Sein und Zeit, qui est un point de repère important. Merleau-Ponty, je vous conseille de lire Signe, en particulier pour les échos que vous y trouverez à ce que nous avons évoqué précédemment. Alors Lévinas, c'est un des rares, je trouve, là je m'engage très personnellement, hein, mais philosophe qui est aussi un grand écrivain, ce qui n'est pas peu dire, et je pense bien évidemment à son œuvre majeure, Totalité et Infinie, et plus généralement à toute l'étude de l'effraction de la visagéité qui est particulièrement intéressante pour la mettre aujourd'hui en tension avec la découverte finalement de ces mondes animaux. Alors Deleuze, Foucault, Derrida, Nancy et Marion. Jean-Luc Nancy, c'est un des rares, je crois, de ma liste qui est encore vivant. Bon, je trouve que c'est un immense philosophe. C'est un ami à moi, donc je suis peut-être un peu biaisé. On a même écrit un livre ensemble. Mais moi, je vous conseille de lire peut-être Corpus, qui est une sorte de poème philosophique absolument incroyable, et Le sens du monde, qui est à mon avis son livre le plus extraordinaire en termes ontologiques. Alors, je vais dire peut-être quelques mots supplémentaires là, des autres que j'ai mentionnés, parce que si vous ne les connaissez pas, autant que vous ayez une petite introduction lacunaire et nécessairement caricaturale. Bon, Gilles Deleuze, moi je trouve que c'est le père, avec Félix Guattari, d'une ontologie du désir. C'est-à-dire que pour Deleuze, si vous voulez, le désir produit du réel. Le désir vaut en tant que tel, et non pas seulement comme un cheminement vers le plaisir. Voilà ce qui est absolument fondamental chez Deleuze. Donc c'est un programme qui est naturaliste et immanent, donc avec une très forte, bien sûr, influence spinoziste. Et c'est une manière de, rendre indiscernable nature et culture, donc de récuser, comme Derrida d'ailleurs, la disjonction métaphysique originelle entre l'un et l'autre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il est extraordinairement important de travailler et de s'extraire de cette dualité en grande partie arbitraire. Entre nature et histoire, pour Deleuze, et bien sûr entre être et pensée. Il a proposé une philosophie de la variation pure. Il évoque comme ça des vitesses infinies, ce qui ne viole pas la relativité, c'est pas du tout la question, évidemment, avec une pensée très forte d'ailleurs du chaos, mais quand même, tel Orphée, il veut revenir des enfers, Deleuze. Moi je crois que Derrida, lui, pense dans l'enfer, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais il invente ce beau concept de chaosmose, qui a été très, très fructueux. Et dans cet affrontement du chaos qui est le sien, Deleuze va proposer 3 disciplines, la philosophie, l'art, la science. Il va considérer que la philosophie procède par variation, l'art par variété et la science par variable, que la philosophie se dessine sur le plan d'immanence, l'art sur le plan de composition, la science sur le plan de référence, et que la philosophie procède par concept, l'art par sensation et la science par connaissance. C'est un peu caricatural, mais la pensée de Deleuze n'est pas du tout caricaturale. C'est un écrivain difficile aussi. Si vous commencez par les séries de Deleuze,
par la logique du sens ou par mille plateaux, ou même par l'anti-Oedipe, ça va être compliqué. Moi, je vous conseille de commencer par son dernier livre. Qu'est-ce que la philosophie? Où il définit bien ce qu'est pour lui un concept, par exemple. Parce que pour Deleuze, philosopher, c'est créer des concepts. Qu'est-ce qu'il entend exactement par concept? Vous verrez, c'est compliqué, parce que ce qu'il appelle concept, par exemple, c'est presque le contraire de ce que Nietzsche appelle un concept. Donc il faut vraiment rentrer dans le vocabulaire de Deleuze, qui redéfinit énormément de mots, mais qui a produit quand même un certain nombre de livres-mondes. Et à mon sens, bien que ce ne soit pas du tout un philosophe des sciences, il a dit des choses sur la science qui sont extraordinairement pertinentes et peut-être beaucoup plus intéressantes aujourd'hui qu'un certain nombre d'épistémologues. En particulier dans cette compréhension qu'il a esquissée de ce que la science n'est justement pas une quête d'unité. Alors bien sûr, il y a Foucault. Il y a tant à dire. Ses hétérotopies. Vous savez qu'il avait une très belle phrase, Foucault, je vais citer de mémoire, je crois qu'il disait les navires sont le lieu de l'hétérotopie par excellence. Les civilisations sont navires, sont comme les enfants qui n'auraient pas des parents possédant un grand lit interdit sur lequel on puisse pourtant secrètement jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires. Bon, ce que veut dire Foucault, c'est qu'il va s'intéresser, entre beaucoup d'autres choses bien sûr, à ces lieux radicalement autres. Et hétérotopie, c'est pas utopie, ça reste encore un lieu, on est dans le topos, mais un autre topos. Et ça, bien sûr, quelque chose d'extrêmement intéressant à réfléchir aujourd'hui, par exemple avec l'émergence des ZAD, zones à défendre, où on voit que bon, la réponse politique est souvent d'envoyer l'armée, alors que tout nous montre que le plus essentiel aujourd'hui, ce serait d'explorer l'ailleurs, d'essayer d'autres rapports au monde, d'autres rapports à la nature, d'autres rapports aux animaux, d'autres rapports aux femmes, d'autres rapports aux étrangers, d'autres rapports à tous ceux qui ont été et qui pour certains sont encore malmenés. Et c'est un peu intéressant de penser ces hétérotopies qui pourraient, in fine, redevenir des topoi. Voilà. Alors, le point nodal, je crois, de son système, c'est que pour Foucault, il n'y a ni invariant historique, ni essence, ni objet naturel. L'objet ne peut pas être séparé des cadres formels qui permettent de le connaître, c'est-à-dire les discours. Et en quelque sorte, c'est le thème de l'éternel qui s'efface. Ce que dit par exemple mon ami Paul Veyne dans son ouvrage sur Foucault, qu'il considère comme un perspectiviste. Il n'y a, pour Michel Foucault, que des variations. Les plaisirs de l'Antiquité, la chair à l'époque médiévale, la sexualité pour les modernes. Il ne s'agit plus de passer les universaux à la râpe de l'histoire, mais de faire passer l'histoire au fil d'une pensée qui précisément réfute les universaux. C'est ce qu'on appelle le nominalisme, qui existait bien avant Foucault. Et c'est donc finalement une sorte de mort annoncée des vérités transhistoriques, ce qu'on a parfois résumé comme la mort de l'homme, je ne suis pas sûr que ce soit très, très opportun, et donc l'émergence d'une forme de scepticisme, comme Marx d'ailleurs en ce sens. L'humanité ne se pose les questions qu'au moment où elle doit les résoudre. Et en temps de crise, nous sommes bien placés pour comprendre la pertinence de cette question. Donc Foucault va penser très profondément l'articulation du savoir, du pouvoir et de la vérité. Vous pouvez lire son très beau discours d'intronisation au Collège de France à ce propos, et va s'opposer à l'origine transcendantale, au sens kantien ou husserlien, de la pensée. Il veut une origine empirique et contextuelle. Les mots et les choses, son ouvrage cardinal, se termine par la fameuse phrase « L'homme s'effacera, comme à la limite de la mer un visage de sable ». Et je crois qu'il faut le lire en un sens nietzschéen. Vous savez, Nietzsche, dans l'Éternel retour, ce qu'il dit finalement, c'est pas que les choses reviennent toujours identiques à elles-mêmes, c'est « je ne veux pas de nostalgie, je suis prêt à revivre ce monde-là, une éternité de foi ». Je crois qu'il y a quelque chose de cela chez Foucault, comme dans ce qu'il dit en écho, bien sûr, de cette herbe, par exemple, que le botaniste ne connaîtra jamais,
Pour connaître vraiment l'herbe, il faudrait aussi être une vache. Vous pouvez connaître la structure moléculaire d'une graminée aussi bien que vous voulez, vous perdrez toujours une partie de l'étance de l'herbe que seul un ruminant peut connaître. Et pas seulement, là encore, au sens du philosophe nietzschéen. Bon, et puis Derrida. Alors, Derrida, ça, c'est un monde à lui tout seul. Bon, vous savez qu'il est connu comme le grand pourfendeur du logocentrisme. Alors, quand Derrida parle de logos, c'est moins la rationalité que le langage, et plus exactement la parole. Alors, il s'intéresse à ce qu'il appelle aussi d'ailleurs le logogriffe, c'est-à-dire l'énigme du logos. Donc, Derrida va enrichir en permanence sa pensée de la déconstruction du logocentrisme occidental à la destruction du phallogocentrisme, c'est-à-dire cette parole dominante de l'homme en érection, puis la déconstruction du carnophallogocentrisme, cette parole dominante du mâle en érection, mangeur de viande, donc dominant la nature, maître de la nature, dirait Descartes. Alors, on ne peut pas résumer la pensée de Derrida parce qu'il est malin, le bougre, et il l'a précisément construite pour que nous ne puissions pas nous la réapproprier d'un point de vue universitaire, comme Joyce d'ailleurs, comme Derrida écrivant sur Joyce d'ailleurs. Et donc, je crois que Derrida, peut-être s'il faut garder une seule chose dans son affrontement de l'archi-écriture, c'est la différence qu'il orthographie avec un A, d'abord pour nous forcer à l'épeler, déconstruction de la parole. Même à l'oral, quand on parle de la différence derridienne, on est obligé de l'épeler à l'oral. Il a gagné. Avec un A pour dire qu'il s'agit de l'action de différer en tant que telle. Avec un A pour rappeler, comme Ferdinand de Saussure, qu'il n'y a de signification que différentielle. Avec un A, je crois, contre Descartes, pour s'opposer à la signification claire et distincte. Avec un A, je crois, contre Moore, c'est-à-dire le désir de réduction. Alors, je vais conclure ce petit cours sur quelques points concernant peut-être Derrida et la vérité, parce que moi j'aime penser dans l'inévidence, et je crois que contrairement à ce qui fut mal compris de la part d'un certain nombre de scientistes, Derrida est exactement le contraire d'un ennemi de la vérité, et que son acception de la vérité est particulièrement utile, en particulier pour penser la science. Il faut la vérité, écrivait Derrida dans Position. La mise au point est donc incisive et radicale. Comment ne pas y souscrire d'ailleurs? Non seulement il la faut, mais poursuit-il, je cite, c'est la loi. Au-delà du jeu avec Freud et de ce qu'il nomme le prototype normal du fétiche, l'injonction derridienne sonne presque comme un impératif. Ici, il n'y a évidemment pas à transiger. Naturellement, la méthode est signée, presque archétypale. Nous ne sommes ni en introduction, ni en conclusion du texte, pas même dans le corps. La remarque, décisive pourtant, se trouve reléguée dans une note de bas de page, plus ou moins perdue au cœur de l'ouvrage. Apparemment insignifiante donc, sauf naturellement à inventer, comme Derrida le fait, une sémiotique de la marge. La remarque est hors texte, mais pas strictement hors livre. Elle se glisse en bordure pour aborder l'interrogation pourtant centrale. Elle se place et s'assume à la lisière. Pire, cette note de bas de page n'est pas même strictement dédiée au problème de la vérité, mais à une mise au point sur l'historicisme et plus particulièrement sur sa nécessaire critique à partir de la philosophie husserlienne. Pire encore, la note vient compléter ce qui avait été, dit Derrida, oublié dans la réponse initiale. Elle est donc non seulement spatialement déportée, mais temporellement retardée. Il n'invente pas cette phrase. Il ne la compose pas pour l'occasion. Il la répète, dit-il. Derrida l'emprunte donc et la fait sienne. Mais celui à qui il l'emprunte, en est-il d'ailleurs véritablement l'auteur primitif? L'enjeu est annoncé.
Ne pas revenir naïvement, dit-il, à un empirisme relativiste. Autrement dit, quelle qu'en soit l'archéologie ou la généalogie, la vérité, je cite, est un impératif. Quand bien même elle demeurerait indéfinissable ou ambivalente, il la faut, dit Derrida. C'est la règle. Ni une convention, c'est une loi. Ah, on frappe à la porte, je finirai ce cours plus tard.